Bonjour et bienvenue à On Jase. On est ensemble aujourd'hui à la veille de ce match Canadien-Capitals. Bien sûr, on va en discuter. Nos invités aujourd'hui, on a un gros show. On a Éric Bélanger qui va venir nous jaser Canadien et ce qui se passe autour de la Ligue nationale de hockey. On va parler avec David Perron et Mike Modano, l'idole de Luc Dansereau. On va y parler bien sûr de son temps avec Guy Carbonneau qui sera intronisé au Temple de la Renommée lundi et de quelques anecdotes qu'il a pu vivre dans le vestiaire des Stars et des North Stars. Jean-Denis Tanguay pose la question au quart de la saison. Êtes-vous satisfait du travail des Canadiens? Et Mathieu Laplante demande Price joue trop selon Marc Bergevin. Pensez-vous qu'il faudrait donner au moins à Keith Kincaid 22 rencontres, peut-être même plus, 25 matchs? Au Palais, j'ai hâte de parler de ça avec Éric Bélanger. Bougez pas, on jase! Bonjour, bienvenue à On Jase. Luc Dansereau, salutations. Salut Martin. Ben, ça va? Ça va bien. Mike Modano. Je veux dire, c'est les deux mots du jour pour moi. T'as-tu encore le chandail? Non, je ne l'ai pas. Puis tu sais quoi? Plein de monde m'ont fait remarquer. Dû l'amener, on l'aurait mis ici. On aurait pu le mettre là, effectivement. Mais hier, c'était pas fort parce que le chandail des Stars est vert. Et c'est ça. Ça a donné le résultat que ça a donné. Bon point. Ben oui, oui, super, super content. Je peux-tu faire une mise au point? Absolument. J'aime pas ça me faire attaquer. Voyons, donc bien susceptible. Mais ça... Non, c'est parce qu'il y a des gens hier qui écrivaient... tu sais, pour ceux qui connaissent On Jase, on est sur Facebook Live pendant une demi-heure, mais sur rds.ca pendant l'heure et quart, l'heure et 5. Oh, tu t'es fait accuser de raccrocher. Ben oui, j'aime pas ça. T'es un raccrocheur. Je veux juste répondre à certaines gens qui écrivent, tu sais, ce qui fait La critique! le fun de l'émission, c'est qu'on n'a pas de temps. Puis Ben, je l'ai lu, mais je pense que tu te trompes, mon ami. à cause? Ces gens-là se sont plaints parce qu'on a fini le show à la out hier, je pense. Tu sais quoi? À la hâte, là, moi j'ai fait mes devoirs. Hier, on a fait 1h04. Oui, mais on a dit qu'on fallait flusher, on n'avait pas le choix. Je comprends. Mais- 1h07 la veille, 56, 1h03, 50, 1h12, 1h11, 1h06, 1h07. Ouais, c'est rare que je respecte le temps. Mais, on l'a pas respecté, mais, hein, on a mais, débordé. mais Luc, je comprends pas pourquoi ça te touche. Et Ça deux, me touche pas. moi, je sais que ça te touche. C'est correct, Luc, on va y arriver. Merci. Mais tu peux dire la vérité aux gens. Oui. Je pense que c'est c'est hier. hier ou avant-hier, tu vas me corriger, moi je me souviens Ouais. jamais des journées. Ouais. La journée qu'on a dit ça, où il fallait se dépêcher pour finir, Oui. c'est nous autres qui avions besoin du studio. On faisait l'entrevue avec, je ne sais pas quel joueur. Parce Ouais. qu'on vous a promis des entrevues Mike avec... Modano, je pense. Je pense que c'est Modano. OK. Modano, Claude Lemieux, c'est des entrevues qui sont déjà enregistrées. C'est sûr, quand je fais une entrevue hockey, mettons, avec Pajot, mettons, quand on a eu Pajot, Va bien d'ailleurs. ben, on l'a fait live le plus possible pour que ça soit dans le temps, vous comprenez? Mais quand c'est ce qu'on appelle des features, Pre-tape. on les met quand la personne nous accepte l'entrevue, on la met pour l'accommoder un peu ça. plus, comprenez-vous? Exact. Fait que cette journée-là, je me souviens que j'étais là, il faut finir 1 heure, parce que Mike Modano attendait. Donc, je m'excuse aux gens qui trouvaient que ça enlevait la saveur du podcast. J'ai toujours dit qu'on disait la vérité sur le show. J'aurais peut-être dû vous le dire, je pense que c'est mercredi, c'est hier? Oh, je ne sais même pas quel jour on est. On est On jeudi. est jeudi. Ben non, mais je voulais juste Ouais, je prends ta défense, mon Luc. Je veux juste le mentionner au Prends ta défense. passage. Yes, sir. Et puis, pour vrai, pour ceux qui veulent qu'on jase dure 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, écrivez au service à la clientèle d'RDS, ça va nous faire plaisir de lire ça. Puis les boss lisent ce genre de courriel-là. Nous autres, on est prêts. Écrivez. On est prêts. On est prêts. On est prêts. On a juste à réserver le studio puis nos horaires respectifs. On entend un commanditaire. Ah oui, c'est bon ça. Ça prendrait un commanditaire sérieux, tu sais. Moi, Bon. je verrais des pneus ici dans le studio. Tu sais, c'est l'hiver, là, les pneus arrivent. Là. OK, ouais. Plein de pneus partout dans le studio. Ben, écoute, n'importe quoi. Achetez votre BF Goodrich. Mais- On jase. N'importe quoi. N'importe quoi. Les tires Michelin. Ben, enchaînons parce La qu'on a, présence on de a un Luc gros show. Dansereau, une présentation de Firestone. Et là, on va aller en entrevue Ouais. avec Éric Bélanger. C'est une présentation de Michelin. Éric Bélanger, salut. Salut, boys. Ça serait bon, hein? Des bonnes commandites de même. Ou du déneigeur à Eric. Là. Ouais. Ouais, on vient pas là-dessus, là.
Non. Non, on ne reviendra pas là-dessus. J'ai changé en passant. De déneigeur? Moi, j'en ai un nouveau, fait qu'on va voir si on va faire la job. C'est bon. Là, on te voit-tu? T'es où? Hey! T'es dans ton Regarde ma bureau. grosse face. Hey, montre-nous donc ça. Fais-nous donc visiter un bureau de coach midget 3. Ben là, Visiblement- on n'est pas dans la Ligue nationale ici. Là. Non, c'est quoi la grosse différence, tu trouves? Ta chaise, mettons? Elle bouge pas trop, là. T'aurais pas dû faire ça, je pense. Bouge pas trop. Là. Et OK. ça, c'est la TV. OK, là, on te voit, là. OK. OK, on va là. TV. Le bureau à Belley est là. Tiens. Ouais. C'est bon, ça. Les gens qui sont en podcast, là, qui n'ont pas la vision, là, je vous le dis, vous ne manquerez pas grand-chose. Oh! Bonjour, Ça, monsieur. c'est Jonathan, Salut, Jonathan. Allô, Jonathan. entraîneur avec moi. Entraîneur avec toi? Oui. On l'autre, lui ben, offre je nos sais pas. sympathies. Il nous en manque. T'es sympathique. Tombe un chien, ça. Non, mais on connaît notre moineau. Hey, sérieux, là? Non, ça va, mon chum? Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Max, il dit, on aimerait, tu sais, parce qu'on parle là, Eric, il nous fait visiter son bureau, mais on parle de studio puis de contraintes de studio. Et Max, il dit, Max Coulombe sur Facebook, on aimerait être en studio live avec vous pour vous écouter en direct. Je te le dis, là, on rentre pas une grosse gang ici. Non, c'est pas grave, vous seriez déçus, là, les effets de la télé. Puis vous voyez, on travaille un petit budget, là. Même Eric, il a son shampoing, ça sur le bureau en arrière. Là. C'est ça. Hey, c'est vrai, tu pourrais mettre des commanditaires en arrière. Ben oui, ben, Ouais, mais pas tout de suite, OK? On s'en parlait avant. la chronique d'Éric Bélanger, commanditée par son imprimante HP derrière. Fait que, Éric, la grosse nouvelle, puis on veut que tu commentes sans hésitation, l'Impact de Montréal qui a un nouveau coach. Je te le dis, Non. Martin a préparé ça. Oh oui, écoute, à moins quart, j'ai dit à Luc, je lance Éric avec le nouveau coach de l'Impact. Mais pas de farce. Félicitations à l'Impact. C'est un gros coup de. Une grosse prise, la signature de Thierry Henry. À preuve, même les Alouettes ont déplacé leur point de presse de fin de saison, si vous voulez, leur bilan en vue qui était supposé d'être aujourd'hui à 13h. L'ont déplacé à vendredi. Ça montre de la classe également. Donc, bravo à tous les fans de soccer. Je vous l'ai déjà dit, c'est un podcast de hockey, mais quand il se passe quelque chose d'un gros sport, ben, on va au moins le souligner. Puis l'acquisition de Thierry Henry de la part d'Impact, c'est une grosse patente. Éric Ouais, mais il Bélanger. jouera pas, lui. Écoute, d'après moi, il devrait, par exemple, il a Ben, l'air c'est en ça. forme encore. Je veux pas dire qu'ils vont être meilleurs puis ils vont gagner plus de games. Arrête, Éric. Un bon coach, tu le sais, ça fait une différence. Ça fait une différence, ça prend des joueurs, par exemple. Ouais. Mais toi, tu Il fais y une a des années que différence. l'Impact sont mauvais. Oh, tabarnouche, tu veux-tu embarquer sur ce sujet-là pour vrai? Non, c'est pas grave. Alors, ça va. Hey, mon Éric, j'en ai parlé hier, j'en ai parlé ce matin, puis là, avec l'entraînement, ça confirme un peu mes dires. Kotkaniemi, on a retourné Payling, mais c'est Will qui jouait sur une 4 et Kotkaniemi est en rotation avec Suzuki, puis si on se dit la vérité, Suzuki ne sortira pas tout de suite. Et ce matin, ce que j'ai dit à la radio, c'est logique. Marc Bergevin n'a pas dit que Kotkaniemi allait jouer le prochain match, il a dit qu'il devrait jouer bientôt. Fait que déjà là, on le savait. Et logiquement, tu ne mets pas Kotkaniemi à Washington, sa route sans le dernier choix, à son premier match de retour. Fait qu'il va rentrer Will. Will, d'ailleurs, l'a vu ce matin à l'entraînement en avantage numérique. Et à la maison, contre les Posh Devils, là, il va pouvoir gérer le temps de glace de Kotkaniemi puis contre qui joue. Vrai? Je pense que c'est un bon plan. Je pense que c'est maximiser son retour au jeu. Il y a un début de saison difficile. Ça peut peut-être lui faire du bien. Des fois, ça fait du bien à un joueur que n'importe quel âge que tu peux avoir lorsque tu as des moments difficiles. Puis tu es à l'écart de la patinoire, tu regardes les matchs d'un autre angle, tu as moins la pression de performer, tu prends le temps de revenir, surtout que lui, il y a une blessure à l'aine. Je sais ce que c'est difficile de revenir de ça, il faut que tu sois à 100%. Puis Will, ben, qui a été in and out du line-up, a toujours fait la job. C'est un joueur qui ne donne pas du trouble. Je pense que Claude Julien l'aime bien, puis il peut l'utiliser dans n'importe quelle situation. J'ai rarement vu un joueur dans la Ligue nationale qui va partir de manger du popcorn à jouer sur le premier power play. Et lui, il est capable de le faire. Et quand il le fait bien. Fait que ça donne du temps encore avec le Kotkaniemi de récupérer de sa blessure et être à 100% lorsqu'il va être de retour. Hier, dans le point de presse, Marc Bergevin a dit c'est pas une blessure qui s'est faite au camp, il est comme une faiblesse. Puis là, il avait l'air à hésiter, puis au corps, puis là, il se pointait les abdominaux. Tu sais, des fois, pourquoi tu ris? Non, mais vas-y, enchaîne. Les blessures à l'aine, des fois, on dit ça tire dans le bas-ventre, dans l'abdomen.
Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as déjà été blessé là, pour un joueur de la Ligue nationale de hockey, à quel point il est taxé puis que c'est une blessure dans cette région-là peut le ralentir? Bien, tu regardes, je vais te donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est Cindy Crosby. Il s'est fait opérer pour un hernie. Un hernie, il devait sûrement avoir des douleurs à l'abdomen et dans les aines. Moi, j'ai eu des problèmes avec mes aines, mais ça avait plus rapport avec mes hanches. Moi, j'ai eu une de mes hanches, ma hanche gauche. J'ai une déchirure du labrum. Fait qu'il aurait fallu que je me fasse opérer à ma dernière année à Edmonton. Je n'avais pas voulu le faire. Erreur de ma part. Mais lorsque tu commences à avoir des douleurs en abdomen, c'est soit que tu as une faiblesse et ça commence à tirer là et dans les aines, ou que c'est du surentraînement et que tu n'étais pas assez fort dans cette région-là et que tu dois, à ce moment-là, avec une déchirure ou peu importe, lorsque tu commences à avoir des problèmes avec tes apnées, tu n'as pas le choix de faire réparer ça parce que c'est très inconfortable, toujours en train de faire de la réhabilitation. Ça prend 1 heure ou 2 avant de te préparer pour jouer un match. Tes pratiques, tes manques à moitié. Donc, c'est vraiment une blessure qui est... Je ne dis pas que ça fait mal à en mourir, mais c'est inconfortable. Ça prend une opération pour être capable de guérir la chose dans longtemps. Écoute, quand tu as dit le mot surentraînement, on sait que Kotkaniemi a essayé de rajouter du poids cette année puis d'être plus fort. C'était sa mission. Puis il s'est entraîné en Finlande. Il n'était pas ici. Fait que si tu entraîné, on ne juge pas, là, mais cette partie-là que tu racontes, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est dans l'hypothétique, Éric, mais ceci explique peut-être cela. Là. Ben là, tu ne joues pas dans son corps, je ne suis pas son trainer, je ne sais pas quel genre d'entraînement qu'il a fait, mais c'est des signes qui pointent dans cette direction-là, parce que moi, j'en ai eu beaucoup des coéquipiers dans ma carrière, j'en ai vu beaucoup de gars qui ont dû avoir cette opération-là parce que leur hernie ou peu importe, il y avait des problèmes avec leurs c'est pas facile, hein? C'est pas facile. On aurait dû prendre une blessure à cheville à la place. Avec l'aine. Et puis, souvent, il faut que tu te poses des questions et que tu retournes en arrière de voir ce que tu as fait comme entraînement. Trop de pliométrie, trop de poids. On n'a pas assez travaillé la région du corps, la région des abdominaux. C'est là que tu deviens avec une faiblesse. Et lorsque tu deviens fatigué, c'est une des premières régions que tu vas ressentir. C'est drôle, hein? C'est le mot que Marc a utilisé hier. Il a dit faiblesse. Il dit pas une blessure qui s'est faite au camp, c'est une faiblesse. Puis là, il voulait pas, il pointait l'autre. Écoute, j'adore ça. Ton expérience nous parle en ce moment. Fait que ça explique certainement des choses dans son cas. On le trouvait pas rapide, on le trouvait pas. Il gagnait plus de batailles 1 contre 1 l'an passé par sa portée, par il était sneaky, là, on trouvait là, qu'il était victime plus sur la patinoire, se faisant enlever à la rondelle facilement. Bien, ça peut expliquer qu'il y avait moins de jump parce que cette blessure-là ne veut pas. C'est dur à expliquer pour les gens qui n'ont jamais eu cette blessure-là, surtout lorsque tu chausses les patins tous les jours, les pratiques, les entraînements hors glace, les matchs à répétition. Il y a de quoi qui paraissait dans son jeu. Sa vitesse d'exécution, sa vitesse de réaction lorsqu'il y avait la rondelle, tu voyais qu'il y avait moins de jump pour partir, puis se déplacer, puis dans ses protections de rondelle, il y avait un discomfort, là, je cherche le mot québécois. Là, un inconfort. Un inconfort. Puis la chose qui me fait peur, c'est que j'espère que ça ne sera pas à répercussion, puis il va revenir quelques matchs, puis il va ressentir la même douleur. À ce moment-là, il n'aura pas le choix de passer par une opération, mais je le trouve quand même assez jeune déjà pour avoir des problèmes avec ça, en espérant que c'est juste un problème là, mineur, puis ça va être réglé pour le reste de la saison. Il y a Stéphane sur Facebook qui dit avec l'excellent rendement de Suzuki, tu sais, il y a le repos là-dedans, probablement que c'est la clé, là, mais Stéphane dit avec l'excellent rendement de Suzuki, on peut attendre dans le cas de Kotkaniemi. J'imagine que c'est un bon mix des deux qui se passe présentement. Puis Marc Bergevin, de toute façon, en a parlé dans son point de presse, qui ont été patients dans son cas. Puis peut-être qu'ils vont l'être pour un autre match ou deux, là, on ne sait pas. Là. Un match, assurément, je suis certain. On n'a pas confirmation, mais assurément contre les Capitals. Vas-y, Luc. Éric. Bien, c'est sûr que lui, il faut qu'il soit 100%. C'est le genre de blessure. Puis moi, je l'ai vécu, encore une fois, dans mes 2 dernières années avec les Oilers Edmonton. Je me sentais bien. Puis à un moment donné, je jouais à Nashville, puis j'ai reçu la rondelle. J'avais même pas de pression sur moi. J'ai juste fait un 360 pour
protéger ma rondelle, puis j'ai senti un snap dans mon aine. Ça l'a snappé, je me suis déchiré l'aine. Donc, je le sais c'est quoi, puis c'est très difficile de jouer lorsque tu as le doute de peut-être avoir un problème avec les aines. Donc, il faut qu'il règle le problème parce que ça, là, tu parleras à n'importe quel joueur de hockey qui avait des problèmes avec cette région du corps-là. C'est très difficile si c'est pas à 100%. Tu peux traîner ça un méchant bout. Puis, c'est peut-être une des raisons qu'on a dit tout à l'heure pourquoi son début de saison est difficile. Fait qu'il faut vraiment régler le problème à 100%, faire la réhabilitation comme on se doit, puis revenir puis être prêt pour continuer la saison. OK. J'aime ça pour le dossier Kotkaniemi. Will sur l'avantage numérique. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent à l'entraînement ce matin, on a mis beaucoup d'emphase sur l'avantage numérique. Je vais y aller avec les questions de nos auditeurs en début de show. Ton taux de satisfaction pour le Canadien, qui est présentement 2e de sa division, 8e dans la Ligue nationale de hockey. Bon, on est à 18 matchs, là, mais ton taux de satisfaction au quart de la saison. Ben écoute, moi je pense que le Canadien doit être satisfait. Tu ne veux jamais être trop satisfait, mais des fois, il faut que tu sois conscient de ce que peut-être tu devrais être, qu'est-ce que tu as comme alignement. Puis, tu sais, tu regardes les Sabres de Buffalo, c'est le meilleur exemple. Il était 2e dans la Ligue nationale, il y a 8-10 games. Puis présentement, ils sont en dehors des séries éliminatoires. Donc, le Canadien est très au courant. C'est tellement serré, puis ça va l'être pour le reste de la saison. Les équipes, que ce soit dans la conférence de l'Est ou dans la conférence de l'Ouest, ne peuvent pas perdre de matchs consécutifs trop souvent. Puis on le voit avec les Sabres, ils en ont perdu, je pense, c'est 4 ou 5 de suite. Oui, c'est 5, Éric. Ouais. C'est 5. Ils sont plus dans les séries éliminatoires. Donc, le Canadien, présentement, va bien. Puis les équipes savent que tu ne peux pas perdre... Souvent, dans la chambre, on se disait « We can't lose more than 2 games in a row ». Quand on était sur une séquence de défaites de 1 ou 2 matchs, on se disait « On ne peut pas perdre 2 matchs de suite, les boys, à soir, il faut arrêter ça tout de suite ». Ça n'a pas changé, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Non, puis, tu sais, j'ai pas fait le calcul. Il faudrait peut-être demander, je ne sais pas à qui, un statisticien ou Sportlogic. J'ai l'impression qu'il se gagne de plus en plus de matchs en overtime ou en shootout parce que c'est tellement serré. J'ai l'impression que tous les games s'en vont en shootout de ce temps-là. Mais c'est parce que surtout, quand tu joues contre des équipes de ta division, on dit toujours que c'est des matchs à 3 points. Il y a une équipe qui va en ramasser 2 souvent, puis une autre équipe va avoir un point gratuit parce qu'ils vont être allés en supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de points sur la table. Puis les matchs sont de plus en plus serrés, puis ils se rendent en supplémentaire. Donc, dès que tu te rends en supplémentaire, tu es assuré d'avoir un point. Fait que, c'est un point qui se ramasse un peu à gauche et à droite pour les équipes lorsque tu joues contre ta conférence. Il y a des auditeurs, évidemment, qui répondent à cette question-là parce qu'on l'a lancé sur les médias sociaux. Robert, il dit satisfait, oui et non, parce que, tu sais, c'est comme ça chaque saison, là, mais... le rendement du Lightning puis des Leafs déçoivent. Ça fait en sorte que les Canadiens ont une bonne position. Il y en a plein, puis tu l'as mentionné, Éric, qui soulevait... Oui, mais ils sont 8e au total, là, même si les autres équipes étaient en haut, je veux dire. Ouais. Ils ne sont pas juste 2e dans la division parce que les autres sont en bas. Ils sont 8e au total. Ça serait une bonne question à un moment donné. Coudonc, ça prend à quoi pour que le monde soit content? Non, mais c'est ça, le Canadien mérite tout ce qu'ils sont, là, présentement. Puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour mériter leur place, mais c'est ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas prendre de temps, tu ne peux pas prendre de break. Il faut toujours que tu sois en mode de ramasser des points. Puis les Canadiens, là, présentement, ils n'ont pas enlevé où ce qu'ils sont. C'est au Maple Leaf de jouer mieux, puis c'est au Lightning de Tampa Bay de jouer mieux, d'arrêter de se fier sur leur talent. Les Canadiens ont une équipe avec de la profondeur, connaissent leur identité, puis ça leur a donné du succès depuis le début de la saison. Donc, les équipes de qui on entend parler, bien, c'est ces équipes-là qui devraient avoir un reality check, puis vraiment se regarder dans le miroir et dire OK, peut-être qu'il faudrait être une équipe avec un petit peu plus de grit, arrêter de se fier sur un et l'autre et sur notre talent, commencer à jouer au hockey. Autre commentaire, puis on va enchaîner sur Carey Price qui porte une excellente moustache. C'est déjà, vous irez voir ça sur les médias sociaux, c'est déjà mieux qu'il y a 10 ans, plus fourni. Mais Daniel, il dit, puis on va enchaîner sur Carey Price, mais tu sais, c'est toujours la même histoire. Il pense que si le Canadien veut participer aux séries, Carey Price devra jouer beaucoup. Hier, on a entendu dire que Carey Price jouait trop. C'est quoi la limite? Là? C'est quoi Qu'est-ce que t'as passé, mon Éric, quand t'as entendu Marc Bergevin dire il est sur un pace de 66-67, c'est trop, il faut baisser ça. Toi, là, tu devais avoir de la fumée dans les bottes. Là. Ben, je n'avais pas de la fumée, mais s'il y en a d'autres qui sont capables de le faire, pourquoi Carey Price ne serait pas capable? T'sais? C'est là que j'ai un problème. Oui, on veut le protéger, mais si on n'y en donne pas 66-67, ils ne font pas les maudits playoffs. À un moment donné, tu veux-tu faire les playoffs ou protéger ton joueur ou
ou envoyer le 25 cents des heures et espérer que Kincaid en gagne 10. À un moment donné, il faut que tu joues avec... Oui, il faut que tu sois intelligent avec la charge de travail, je suis conscient de ça. Mais à un moment donné, ton meilleur joueur, il faut qu'il joue. Puis si tu veux rentrer dans les séries, il faut que Carey Price en goal 65, surtout que Kincaid, c'est difficile. C'est difficile, la job de backup. Oui, mais sa job dans la vie à Carey, c'est quoi? D'arrêter des pucks. C'est de gauler. Exact. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de problème à jouer 65 games. Il est capable de jouer 65 games. Pourquoi Dominic, là, qui est capable d'arrêter un ballon de plage avec les Oilers d'Edmonton, il est arrivé à Minnesota, puis il en goal 65, 70 par année. Non, mais pourquoi Vigilevski à Tampa Bay, quand on a gaulé 77, 68? C'est une équipe qui est une des meilleures de la Ligue nationale parce que pourquoi Oldby en gagne 68 et en goal 68? Parce que c'est un des meilleurs gardiens, puis il a besoin d'être dans le filet. Mais cette année, il ne grôlera pas ses 68 là, avec Samsonov. Avec Samsonov, ça va moins bien, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit. Ben, tu penses que tout le monde est d'accord? Tu sais, dans le cas de Carey, là, congé, puis il y a eu congé complet hier. Là. Fait que congé mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, il y a 2 matchs. Je sais que c'est sûr qu'ils vont y en faire jouer juste un. Mais le Canadien ne rejoue pas avant mardi prochain. Tu comprends-tu? Fait que c'est pas comme si on le tuait à l'ouvrage, pauvre petit. Là. Ah ouais, regarde. Moi, je le ferais jouer. Tout le monde se demande pour... Ouais, tout le monde se demande. Vas-y. Le plan est fait. Oui. Ben, OK. C'est un match à Montréal samedi. Oui, attends une seconde. À Washington, une game que tu penses que tu vas perdre, c'est lui qui joue ou tu mets Kincaid en disant un 30 sous puis tu gardes Carey Montréal? Bon, moi, mon pick, ce serait Carey les deux. Mais je vais commencer avec Carey à Washington puis on verra le lendemain. T'sais, si Carey réussit à sortir de Washington, ce qui me surprendrait, avec un match tranquille, il rejoue à Montréal. Mais garde, je te laisse aller. Ben, moi, c'est sûr qu'il jouerait les 2 matchs, là. Sauf qu'on sait tous que ça n'arrivera pas. Et puis, moi, j'aime toujours avoir mon meilleur gardien le 2e match, sauf, je dis bien sauf, que on affronte Washington à Washington, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis le lendemain, on joue contre les Devils du New Jersey, un match beaucoup plus facile pour le Canadien. Donc, Kincaid, goal à la maison, Carey Price, goal à Washington. Puis Carey Price est dans le filet mardi. Parfait. Contre son ancienne équipe à part ça. Pas de exactement. OK. 14 octobre, tu te souviens-tu ce que tu faisais? Et Simonac, attends un peu. 14 octobre. Oui. 14 octobre, on n'était pas en break. On était en break. La ligne Jet 3 est en break. OK. 14 octobre, c'est la dernière journée où Washington a perdu en temps réglementaire. Fait un mois. On est le 14 novembre. Ben, on dirait qu'ils sont restés sur la vibe des Nationals au baseball. C'est vrai, quand les Nationals avaient été faire le party dans le vestiaire. Je pense que ça leur a donné la mémoire ou le feeling que lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley, puis là, ils ont vu le chum du baseball gagner. Ça, c'est contagieux. Hein? Tu veux plus perdre dans ce temps-là, puis tu vas retourner à ressentir ces choses-là. Puis si tu vois, c'est pas un addon. OK. Moi, vous irez voir ces vidéos-là là, de quand les Nationals sont allés. Après, les Capitals ont gagné dans le vestiaire. Là, de voir Ovechkin comme s'il était pacté, embarqué sur le dos des gars des Nationals qui, eux, l'étaient pacté. Oui. C'était tout simplement... écoute, il me reste 3 questions et j'ai même pas une minute. Fait que on se prenne ça, OK? 6 semaines, Crosby s'est fait opérer. Moi, je pense que c'est la bonne affaire. Comme il revient après les fêtes, le temps de se remettre en shape puis il va pas être série. Exactement. Là, on a Malkin qui est revenu en santé. On a d'autres joueurs qui devront prendre la relève. C'est mieux de s'en occuper tout de suite qu'ils reviennent prêts pour le dernier stretch, pour les séries, avant les séries, par les séries, espérant que tout le monde soit en santé. Murray joue bien par là de ça, fait que c'est le temps. Exact. Pajot? Hey, c'est incroyable, il est rendu à 12 buts. 11 buts, 12 buts? 11 buts, 3 hier, quasiment un point par match. Torche la Ligue, excusez-moi le mot, là, à plus 19, far away en avant de John Carlson, qui est à plus 13. Je pense qu'il est 6 de plus que... C'est incroyable. C'est incroyable. Il est dans une équipe de raisin, là. Oui, exactement. Une équipe qui n'a aucune offensive. Puis moi, je suis content de voir ça parce que là, il tombe à Jean libre sans compensation. Ottawa n'a pas le choix. Non, il reste une autre année. Il reste une autre année. D'ailleurs, chez les Sénateurs, j'essaie de l'échanger cette année parce qu'avec un an de plus, un contrat abordable de même, c'est l'opportunité que tu as d'avoir un premier choix. Parce que si tu attends l'an prochain, cette année de contrat, tu ne l'auras pas le premier choix. Non, puis il n'y aura sûrement pas le même genre de saison, on va se le dire. Là, c'est le temps de le magasiner. Puis pour lui, peut-être d'aller dans une équipe puisqu'il aura peut-être la chance de faire les séries éliminatoires. Carbo sera intronisé au Temple de la Renommée. Fini avec ça. Lundi, as-tu déjà été inspiré par lui, le tout pad stack, bloquer des shots? As-tu déjà fait ça? J'ai essayé, là, mais je voulais
Je voulais pas en manger d'en face. J'avais de la misère à faire ça, mais ça, là, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais petit, je le regardais jouer. Je trouvais ça impressionnant comment il bloquait les shots. Il va être content. Il va être content de savoir ça, tu sais, que tu es tout gris de même, puis tu dis, quand j'étais petit, je le regardais. Il va être content. Ben, quand j'étais petit, Carbo a un coéquipier de travail avec RDS, mais moi, là, souvent, quand j'ai joué, je me faisais comparer à Guy. Bon défensivement, capable d'amener de l'offensive. Je n'ai pas autant de la renommée, on va se le dire. Là. Ouais. Mais Guy Carbonneau est un joueur que je comparais mon style de jeu à. Et puis, je suis content que ce genre de joueur-là sera intronisé au Temple de la renommée, que ce n'est pas juste les stats offensives, puis ces choses-là. Ça a été un grand leader. Puis, je suis vraiment fier de lui. Puis, c'est le fun d'avoir ce genre de joueur-là, avoir la reconnaissance. Un spécialiste. D'ailleurs, on va avoir Claude Lemieux en entrevue. C'est une entrevue que j'ai déjà cannée. Puis j'ai posé la question à Claude Lemieux, tu sais, de voir un spécialiste intronisé comme ça, pas un gars de stats, ça donne-tu espoir à Claude Lemieux, qui est un... Tu sais, c'est la pire peste qu'il y a eu, mais les gens semblent oublier qu'il y a déjà une saison d'1 point par match. Marquer des buts incroyables. Au niveau du clutch, là, il y a spécialité clutch, là, lui. Plus, il y a plusieurs Coupes Stanley. Est-ce qu'un spécialiste comme Claude Lemieux pourrait aller au Temple de la renommée? Quand tu vois un spécialiste comme Carbo qui y va, ça rouvre la porte pour d'autres types de spécialistes. Bien, c'est certain. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que les critères ne sont pas seulement unidimensionnels par rapport au nombre de matchs joués, aux stats, les points par match et ces choses-là. Sauf qu'il n'y a pas un joueur de hockey qui va commencer à jouer dans la Ligue nationale et qui va dire « OK, moi, mon but, c'est d'être intronisé au Temple de la renommée. » Je pense que ça vient avec les années, le succès que tu connais, puis surtout les équipes et les coéquipiers avec qui tu joues. Là. Guy, il va sûrement être le premier à le dire qu'il y a eu des bonnes équipes. Il a joué avec de bons joueurs, puis il a gagné les Coupes Stanley. Donc, pour lui, c'est une récompense de tout ça mis ensemble. All right, buddy. Il a l'air beau, hein, ton hoodie? Comment? Montre donc ton hoodie, il a l'air beau. Mon quoi? Hoodie, ton chandail, ton coton ouaté, comme dirait la toune. Ah, mon coton ouaté. Hey! As-tu fret? Ah, il est beau. Chevalier de Lévis, excellent. Beau coton ouaté, hein? Ah, c'est des belles... c'est un bel uniforme, belle couleur. C'est bien cher, ça? J'ai changé le signe l'année passée, il y a 2 ans, Joe. Il y a 2 ans, je pense qu'ils ont fait un travail extraordinaire avec ça. C'est bien cher, ça? T'es en train de t'en têter un, là? Ben, pour moi ou pour les auditeurs, je sais pas. Peut-être 2, hein? Un moi, un les auditeurs. En tout cas, on jase. Excellent podcast. Hey, vous me reparlerez des commandites de shampoing et des pneus Michelin. Peut-être que je pourrais en mettre un dans le package. C'est bon. All right, mon chum, on t'adore. Bonne semaine. Hey, c'est comment il s'appelle ton chum, en arrière? Jonathan. Allez, il vient de partir, ça va faire du vidéo. On est dans notre préparation de match pour demain. All right, je te laisse tranquille. Un gros merci, mon chum. Merci, les boys. On fait tes commentaires sur Thierry Henry, c'était bon. Non, mais écoutez, l'Impact, je suis content. Ça va être un bon promotionnel. Maintenant, il faut gagner des matchs. Exact. Ouais. Thanks you, buddy. Bon All match. right, bye. Ouais, Martin, c'est rare que tu te fais prendre là, par les auditeurs, mais Pajot est à sa dernière année cette année. Arrête, j'ai même vérifié. Je l'ai écrit dans les comptes. 3.1 cette année, 2019-2020, il devient joueur autonome en 2021. Pour vrai? Ouais. Il me semble que j'ai même fait, j'ai écrit sur lui aujourd'hui, il me semble. Pat, Yann, The Holtz. Ben oui, 3 points. Écoute, Sylvain, écoute, beaucoup de messages par rapport à Pajot. Juste une petite parenthèse. Oui, j'ose parce que là, j'ai écrit un texte, puis je pense que j'ai parlé comme quoi il restait un net. Écoute, on va vérifier ça. Un texte disponible sur rds.ca qui s'intitule Fort à droite pour illustrer la force du Canadien sur le flanc droit en défensive. Oui, chez Weber. Jeff Petrie qui joue du gros hockey. Weber, c'est la première fois qu'on l'a en santé. Petrie qui profite de jouer contre les 2e, 3e, 4e trio, patine comme l'avant, surprend un gars de temps en temps avec une grosse mise en échec. Cal Fleury qui ressemble des fois un peu à Petrie. Il patine, il frappe. Par exemple. Button avait parlé qu'il l'avait comparé à pêcher avec les Hurricanes. Puis là, Noel Jolson. Je ne sais pas si tu as lu mon article. Noah Jolson, depuis qu'il est arrivé avec Laval, ça va super bien. Ils n'ont pas perdu en temps réglementaire. Ils mènent l'équipe à +3. Puis souvenez-vous, l'an passé, là, alors que la défensive était un peu cassée à Montréal, Jolson, c'était le 2e droitier en arrière de Petrie. Puis il faisait une sale job. Absolument. C'est les blessures dans son cas. Fait que là, s'il est en santé, là, puis c'est le meilleur à Laval, on le montre-tu? Fait que le Canadien est fort à droite. Ça commence avec ça. J'amène d'autres observations, mais là, Pajot, là... Pajot, là, on l'a eu en entrevue le 17 octobre, Martin, puis on faisait le décompte tantôt. Depuis qu'on l'a eu en entrevue, il a joué 13 matchs, puis il a 10 buts. Il va falloir le rappeler.
ou le rappeler après sa séquence pour pas qu'il Écoute, soit... j'avais fait ma recherche, j'étais convaincu, j'ai fait un lapsus. J'ai même marqué dans mon texte que Pajot, il restait 1 an de contrat. OK. Frère, j'appelle Pat Roy. Bon, on va l'appeler. Ou il écoute. Souvent, Pat écoute. Allô, Pat? J'ai fait Une petite erreur de fait. une erreur dans mon texte. Ça arrive. Excuse. Merci. Qui m'a repris? Plein de monde, là, je les ai nommés. Bon, merci beaucoup. Claude, on s'entend pour dire que Price a volé au moins 3 parties à lui tout seul. C'est sûr que le sujet de Price, c'est toujours polarisant. Là. Price est payé pour ça, pour jouer des matchs, mais c'est ça le problème et qu'il faut ses données. Alors oui, il est satisfait du début de saison, mais si on ne s'améliore pas du côté gauche, tu viens de parler du côté droit. Et sur le premier trio, attendez pas à faire les séries. Ça, c'est Claude qui écrit ça. Il y a eu un petit débat rapide là, sur Kincaid, qui va jouer où. Il y en a qui mettent Kincaid au Centre Bell. Ça serait une première, en fait, parce qu'il n'a jamais joué au Centre Bell. Avec ça. Je m'excuse pour les... Moi, j'aimais ça. Quand j'étais jeune, j'allais voir Brian Hayward. Ben, tu sais quoi, en plus? Ouais. C'est Subban qui est en ville. Fait que le Canadien va en avoir pour son argent. Ouais. Fait que tu enlèves Price, tu mets Subban. Les gens vont être contents. Point. Merci. Alors, Kincaid, peut-être samedi, on verra. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Il est déjà 12h30, mais manquez pas David Perron qui s'en vient sur rds.ca et une entrevue avec Mike Modano. Pas en Facebook, en FaceTime. Ah, good. On va l'avoir en image, David Perron, chez eux. C'est bon. Est-ce qu'on va voir sa bague? On va lui demander. Je sais pas. Hein? On va lui demander. Mais, D'après moi, c'est dans un coffret de sûreté, ça. Probablement. Donc, voilà, on met fin au Facebook Live. Simon-Pierre dit, moi, j'irais pour 2 points sur 4. Price à Montréal contre New Jersey. Donc, lui, il met Kincaid. Ouais. Lui, il donne la game. Il donne la game. Est-ce que Kincaid peut surprendre? Il peut sortir un match... Tu sais ce que Terrien faisait souvent avec Boudaille, il le mettait à Boston. Oui. Puis tu parlais de la relève hier, juste mentionné pour vrai, là, Charles Hudon, 3 buts hier. Ouais. Il retrouve sa confiance offensivement. Il y a 8 buts depuis le début de la saison. Il y en a même qui suggéraient que ce serait peut-être le prochain rappel, si en cas de blessure, tout ça. Mais je suis content pour Charles, il connaît du succès, puis c'est le fun de le mentionner également. Merci aux gens de Facebook. Oui, venez-vous-en tout de suite sur rds.ca. On raccroche? Raccroche. Tu raccroches? Toi, raccroche. Merci Tim qui raccroche. Merci à Tim qui a raccroché. John Jolson pourrait être la carte cachée du Canadien s'il revient en santé. C'est vraiment le si. Il ne faut juste pas aller trop vite avec lui. Là, il est en santé. Là, il est en santé. Mais tu sais, c'est sur une longue période qu'on veut le voir aussi. Il y a Josh Brook aussi. Hein? Oui, il y a Josh Brook également. Ouais. Là, c'est peut-être vrai qu'il va jouer à gauche. Lui qui aimait ça. C'est vrai. Bon point. Mike Modano s'en vient en entrevue, mais notre premier intervenant, il s'appelle David Perron. Il nous a promis qu'à un moment donné, on réussirait à faire une entrevue seul à seul, moi puis lui, en entrevue FaceTime, qu'on pourrait le voir s'il était dans une journée de congé à un moment donné. C'est le cas aujourd'hui. David Perron, salut! Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, super bien. OK. Première question comme ça. Ça fait quoi, David Perron, en jour de congé? Pas grand-chose aujourd'hui. Regarde, je vais peut-être aller à l'aréna tantôt. J'ai une couple de petites choses à faire, préparer des nouveaux patins. Non, mais à part de ça, vraiment du repos. Là, on était sur un voyage de 8 jours sur la route, donc on va essayer de relaxer aujourd'hui. Oui, mais là, vous avez un stop à aller faire avant de revenir pour un plus long séjour à maison, là. Oui, exactement. On s'en va à Columbus en fin de semaine. Un autre back-to-back. Regarde, on a bien fait jusqu'à date les back-to-back. Là, on a été 2 en 2 sur le dernier voyage. En espérant que ça continue. On a quand même joué un bon match hier soir. On a perdu en fusillade, mais c'est des choses qui arrivent. Oui, contre les cas de l'Arizona qui sont surprenants. On en a parlé ensemble l'autre fois, en plus Darcy Camper qui fait le travail, qui sont fatigants, semblent fatigants à jouer contre les cas de l'Arizona. Tu les as trouvés comment? Excellent. Ouais, Camper, il était incroyable hier pour de vrai. Beaucoup de vitesse dans leur équipe. C'est sûr que de notre côté, notre équipe, quand on joue contre une équipe qui a beaucoup de vitesse de même, on essaie d'aller jouer assez profond dans la zone offensive, les garder là le plus longtemps possible, les fatiguer pour leur empêcher de repartir de l'autre bord avec beaucoup de vitesse. Puis des gars comme Schmaltz, Kessel, Keller, ils ont beaucoup de vitesse. Il faut vraiment contrer ça. Puis c'est sûr que de mon côté, j'étais pas vraiment fier de mon match. J'ai fait une erreur sur leur premier but. J'ai vraiment donné la rondelle dans l'enclave à Keller. J'essayais de trouver mon défenseur Pietrangelo. Il est parti de l'autre bord, il a marqué. Donc, c'est sûr que c'est décevant de ce côté-là, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, ben, je suis content que ce soit toi qui en as parlé, puis pas moi. Hein? Ouais, ben, regarde, je me suis dit que j'allais l'amener avec tu me l'amènes.
Mais honnêtement, là, je me rappelle pas d'avoir fait une genre d'erreur de même dans ma carrière. Donc, j'imagine qu'il fallait que ça arrive avec toutes les autres bonnes choses qui se passent pour moi en ce moment. Il fallait que ça arrive. Puis, je pense, regarde, c'est correct. On continue de travailler fort, on continue de construire sur notre game. Puis, au travers de tout le succès, c'est correct qu'il y ait des négatifs de temps en temps. Tu ne dois pas réagir. Tu sais, ça va tellement bien par les temps qui courent. Tu sais, de plus en plus, tu sais, le monde de la Ligue nationale de hockey parle de David Perron, à quel point tu connais une saison extraordinaire. Tu dois passer par-dessus une erreur de même beaucoup plus facilement que tu l'aurais fait il y a 5 ans. Ah, c'est sûr que dans mon temps, comme je l'ai mentionné déjà là, quand j'étais à Pittsburgh, avoir fait une erreur de même, je sais pas si j'étais dans l'alignement au prochain match, exemple. Ouais. Mais c'est sûr que d'avoir eu la confiance de l'entraîneur de retourner sur la patinoire toute la présence suivante, j'ai joué en overtime encore une fois. Non, regarde, je pense que c'est Joe J'espère Beam. que tu as joué en overtime. Ouais, non, c'est ça. Tu viens d'écrire un record. L'autre fois, je t'ai taquiné parce que c'était un record des Blues. On se parle, puis toi, tu t'en vas replanter un autre pour un record de la Ligue 3 de suite. Ah, regarde, je suis bien content. C'est sûr que ça va bien de ce côté-là, mais comme je l'ai mentionné des fois, un entraîneur peut prendre une décision selon son feeling de la game, peu importe. Je trouvais pas que j'avais un bon match. Mais tu sais, souvent, c'est ça la différence entre un jeune, entre un vétéran qui est capable de bouncer back d'une erreur durant une partie. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'aurais pas été capable de faire ça. Donc, je suis content qu'il m'ait fait confiance. OK. Du mouvement du côté des Blues de Saint-Louis, je veux savoir quand tu es joueur puis tu vois ça. Exemple, on a donné des PTO à des vétérans, 2 vétérans, dont un que vous avez connu avec les Blues de Saint-Louis. Là, on vient de rappeler Costin de la Ligue américaine de hockey. Quand toi, tu es dans l'équipe, c'est-tu des affaires que tu regardes ou tu fais « Hey, on verra bien quand on les verra dans le vestiaire ». Ben, on les a déjà vus, ça fait 2 jours. Donc, non, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça fait, comme je te dis, ça fait 2 jours qu'ils pratiquent avec nous autres. J'ai joué avec Jamie McGinn à Anaheim pendant quelques mois. Troy Brouwer, c'est beaucoup de gars dans la chambre qui le connaissent. Ils ont discuté ensemble là, 3 ans, je pense, comme je t'avais dit, avec Robbie Fabry. Il avait été en finale de la conférence, puis il jouait avec Stastny puis Brouwer. Donc, il y avait eu du succès en série ensemble. J'ai hâte de voir. Regarde, clairement, avec la blessure de Tarasenko puis Steen, il trouve qu'il manque un peu d'expérience dans la chambre. Je pense qu'il a mentionné, il y avait 6 ou 8 joueurs de quoi de même avec moins de 200 matchs joués dans la Ligue nationale. Donc, c'est quelque chose qu'ils veulent peut-être... ils veulent prendre un regard, veulent voir où les gars sont rendus, s'ils sont en forme, etc., puis s'ils fit dans notre groupe. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça m'amène à une question qu'un auditeur nous a demandé la semaine passée en fermant l'entrevue avec toi, puis elle s'applique à celle-là. On parle de nouveaux joueurs avec les Blues. L'auditeur, j'ai oublié le nom, il nous demandait à toi, est-ce que des fois la direction vont vous dire, mettons, « Hey, David, tu as joué avec McGinn à Anaheim, bon, Jack. » Ils vous demandent-tu des fois des insights sur des joueurs que peut-être qui amèneraient avec l'équipe? Ouais, ça m''a déjà arrivé. Au courant de l'été, justement, ça m'est arrivé pour 2 joueurs qui ont été échangés d'une ancienne équipe. Je ne veux pas mentionner parce que souvent, c'est quand même des conversations confidentielles. Mais encore une fois, en vieillissant, avec l'expérience, certaines relations que tu as avec certains gens, moi avec Doug Armstrong, il me lâchait un coup de fil au courant de l'été. Qu'est-ce que tu penses de tel joueur? Ça a donné que le soir même, ce joueur-là il était changé. Puis le lendemain matin, l'autre joueur a été changé. Donc, c'était quand même impressionnant de voir que la vitesse de la transaction après mon coup de fil, ça prouve qu'il y avait plus qu'une équipe dans l'échange. Donc, c'est le fun de se faire appeler pour ça. Je pense côté Brouwer, c'est vraiment Alex Pietrangelo qui a une très bonne connexion avec lui. Alex Steen, encore une fois, ils ont joué ensemble il y a 3-4 ans. Du côté de McGinn, je pense que c'est O'Reilly. Il a joué avec lui au Colorado, il a joué avec lui à Buffalo. Donc, je veux pas toutes les connexions que les gars ensemble. Je suis certain que Doug Armstrong a fait la même chose avec ces joueurs-là. C'est clair. Ben, Crime, c'est hyper intéressant. Puis on s'instruit là-dessus. Mais là, tu sais qu'avec le commentaire que tu as fait, tout le monde est sur le trade tracker en train de voir qui a bougé. Qui a été échangé des Blues ou en Allez-y voir, c'est correct, mais moi, j'aime mieux pas en parler. Non, tu fais bien. Déjà, t'en as dit pas pire. Quel genre de joueur que tu es dans le sens de... Je vais donner l'exemple. Moi, j'ai vu Martin Saint-Louis. Là, il n'y a rien d'autre qui existe. Il allait voir son garçon au hockey à Tampa Bay. Son gars était à sa patinoire. Lui, il était dans le vestiaire du Lightning puis il tapait ses bâtons. Toi, tu es en congé. Tu dis, je vais aller à l'aréna. Est-ce que... Il y en a que ils vont faire 50-50, la vie de famille. Il y en a que c'est pendant la saison de hockey, c'est 100%
puis les joueurs le disent, malheureusement, c'est égoïste, mais c'est ça pour être au meilleur. C'est 100% sur la famille. Toi, es-tu capable de doser puis en laisser à la famille ou tu te dois d'être investi à 100%? Non, je pense que c'est quand même facile de doser. Là, présentement, ma famille est au Québec, donc c'est sûr que ça me donne un petit peu plus de temps pour focusser sur le hockey. Puis justement, j'ai besoin de nouveaux patins. Là. Mes patins commencent à être pas mal maganés. Donc, combien de temps déjà? Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois là, depuis le début de la saison environ. Donc, ouais. Honnêtement, il y a des joueurs qui changent aux 2 semaines. C'est incroyable. Moi, c'est de ce côté-là, c'est mes gants. Je change peut-être aux 3-4 matchs. J'aime ça, des nouveaux gants. Je sens que j'ai un meilleur lancer avec ça. Mais justement, je veux préparer mes patins pour la pratique de demain, puis peut-être la possibilité de jouer avec au prochain match. Donc, tu sais, c'est des petites choses de même qu'en ce moment, j'ai un petit peu plus de temps pour moi de ce côté-là pour le hockey. Donc, je vais faire tout le temps possible pour être au meilleur de moi-même. Puis que ça soit fait quand que la famille va revenir. Oui, non, exactement. Puis je pense que la famille, c'est important aussi quand ils sont là. Je pense de ce côté-là, je suis vraiment bon. J'arrive de l'aréna, tu sais, mauvais match hier soir de ma part, ou victoire de 7-1 avec 3 buts. Je me lève le lendemain, puis personne n'entend parler souvent. Je me rappelle, ma blonde, l'année passée, quand j'ai eu un hat-trick contre Calgary, c'est ses amis qui l'ont texté pour dire que j'avais un hat-trick. Elle dit « Tu me l'as même pas dit. » Ben, tu sais, me semble, là, j'arrive autour de 800 matchs dans la Ligue nationale. Sûrement qu'elle était couchée avec les enfants, peu importe déjà, pendant que le match se jouait. Donc, c'est pas de quoi que je vais arriver et je vais tout te parler de ça. Là. Ah, c'est sharp. Hey, tu m'as piqué ma curiosité, puis je suis certain que les gens posent la même question sur notre messagerie. Gants, 3-4 parties. Patin, 1 mois et demi. Donne-moi d'autres détails sur ton équipement, mais avant, tu te retiens-tu avant de changer parce que tu es vraiment dans une séquence extraordinaire? Fait que comme tes patins, tu les as-tu étirés parce que tu fais comme « Hey, ça va tellement bien, je ne veux pas changer ça. » C'est sûr que ça rentre un peu en ligne de compte, comme bien des choses. Mais je pense qu'à un moment donné, on essaie de tourner la page là-dessus. Puis garde, s'il y a un positif sur le match d'hier, de mon côté, c'est justement toutes les petites manies que peut-être j'avais accumulées dans les derniers 2-3 semaines. Je vais les laisser aller. Je vais resetter mon standard à 0. Mais comme je te dis, c'est pas vraiment juste le côté superstition. Je pense que c'est vraiment la préparation. Tu te sens bien dans tes affaires. Change de bâton à tous les matchs, comme la plupart des joueurs. Puis il y a même des joueurs que c'est un petit peu plus que ça. Fait que t'attends pas qu'il pète, là, le bâton? Non, souvent, je joue avec le soir. Puis le lendemain, les autres pratiques, je vais jouer avec les mêmes bâtons que j'ai joué les soirs d'avant. C'est sûr qu'exemple, qu'un bâton, je me sentais bien avec. J'ai fait quelques bons jeux, peu importe. J'arrive le match suivant. Si je fais 3-4 présences puis on dirait qu'il n'y a rien qui va de mon côté, je risque de changer de bâton. Par principe, souvent, ça n'a aucun rapport avec le bâton. C'est vraiment juste mentalement. Mais des fois, ça va amener un petit spark à ta game puis tu te sens bien avec le bâton pour peu importe la raison, tu vas marquer un but. OK, as-tu d'autres choses? Les combines, t'échanges-tu? T'es là-dessus? Je m'étais pas lavé les cheveux, fait 3 semaines. Non, mais tu sais, en voulant dire, je suis pas si pire que ça. Là. C'est sûr que moi, je crois vraiment à la routine. Je crois à faire la même chose over and over again sans que ça en vienne une maladie. Puis je pense que là-dessus, je suis quand même pas pire. OK. Là, le séjour sur la route, je présume que, puis on peut dire ce qu'on veut, là, beaucoup de victoires en prolongation. On dirait que vous avez un système où ce que vous arrivez, vous écrasez l'adversaire, puis à la fin, ça finit tout le temps comme quand c'est sa ligne, ça tombe tout le temps du côté des Blues. C'est parce que vous connaissez, vous êtes systématique, puis c'est toujours la même recette, puis ça fonctionne, ou il y a un élément de chance parce que la parité, tu sais, Marc Bergevin vient de passer en entrevue, puis il dit, regarde là, il y a à peu près 24 équipes qu'à tous les soirs, ils peuvent se battre. Il y en a peut-être 2-3, c'est l'élite, 2-3 en reconstruction, toutes les autres, un soir donné, peuvent battre l'autre équipe. Est-ce que tu sens que vous êtes systématique, puis paf, votre talent ou votre expérience fait que vous l'emportez, ou c'est avoir gagné autant de matchs en prolongation, il y a un élément de chance aussi là-dedans, peut-être? Bien, c'est sûr que les prochaines semaines vont être importantes pour nous, là, avec les blessures, comme je t'ai dit, là, de manquer de l'expérience dans l'alignement. On veut vraiment pas que ça tourne de l'autre bord puis qu'on parte une mauvaise séquence. Mais je pense que oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit peu de chance. Peu importe, là, on a les bounces de notre côté en même temps. Mais je pense qu'une équipe gagnante crée le bounce. Puis on a acquis beaucoup de confiance depuis l'année passée en gagnant un championnat. Je pense que notre équipe est vraiment serrée. On le voit sur la route, on a du plaisir sur la glace, hors glace.
Donc, c'est vraiment le fun de voir notre groupe en ce moment. On s'amuse bien. Puis, on va à l'aréna, on est léger. On overthink pas la game en ce moment. Puis, c'est vraiment important, je pense, pour avoir du succès dans la Ligue nationale de ce côté-là. Les Jackets, les a affrontés il n'y a pas longtemps. Les Canadiens, ils ont pogné hier, ils repognent vendredi. Ils sont lourds, sont pesants, sont fatigants, puis ils peuvent te faire pogner l'air. Hein? Oui, vraiment. Non, encore une fois, j'étais vraiment impressionné par Dubois. Là. Je pense que c'est un excellent joueur de hockey. C'est sûr que c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort. Ils sont similaires aux Blues, pour vrai. Puis je pense que c'est une équipe qui, à toutes les années, là, ils vont être capables d'être compétitifs. Ils ont établi un système de jeu l'année passée qui leur a donné vraiment une certaine estime de eux-mêmes de leur game. Ils ont montré à la ville aussi qu'ils voulaient gagner en allant faire tous les échanges au trade deadline. Donc, je pense qu'ils ont quand même bons partisans en arrière d'eux autres aussi. Non, j'ai hâte de voir, là, mais je pense que ça va être un bon match. Ici, au Québec, les gens, c'est sûr que quand le congédiement de Don Cherry est arrivé, tout le monde était content, puis etc. Puis je leur explique, vous ne comprenez pas, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens étaient déjà en train d'essayer de faire les pétitions pour qu'ils reviennent. À quel point, Canada anglais, il est écouté. Puis je dis, puis on joue à l'autruche parce que quand je suis au Centre Bell, quand il passe à Coach's Corner, tous les journalistes sont debout en train de le regarder. Puis ils ont beau critiquer Don Cherry, ils le regardaient tout. Sans parler des commentaires, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les commentaires, il l'a échappé. Ouais. Quel a été l'impact dans le vestiaire? Là? On en a certainement parlé. Là, les Canadiens, puis il y a beaucoup de Canadiens dans ton équipe, là, des gars de l'Ontario, entre autres, là, dans l'équipe. Fait que ça a dû résonner dans le vestiaire quand même des Blues. Oui, effectivement. Je pense que c'est des conversations que avec Twitter maintenant, là, toutes les nouvelles sortent assez vite que la seconde qu'une nouvelle, peu importe c'est quoi, les joueurs, on va en parler brièvement. C'est pas comme si on a une rencontre, peu importe. Mais tu te croises dans la chambre, t'es en train de faire des traitements avec un autre joueur, tu parles de ça. Non, regarde, c'est sûr que je pense que la bonne décision a été prise, puis je vais laisser ça de même. Il t'a-tu déjà magané? Hein? Il t'a-tu déjà magané, Don? Je sais pas. C'était drôle parce que hier, j'étais avec Talbot, puis Talbot disait hey, il m'a déjà ramassé, lui, parce qu'à une pratique optionnelle, il y avait juste moi puis Fleury sur la glace, puis on niaisait sur la glace, puis il nous avait ramassé à Coach's Corner. Fait que tout le monde me disait, tous les joueurs avaient leur petit épisode où ils se faisaient ramasser par Cherry. Ouais, non, j'ai rien de spécifique. Je suis certain que ça me surprendrait pas qu'il ait déjà parlé de moi, puis en même temps, je pense qu'on connaît tout quel genre de personnage qui était aussi. Il essaie de donner un show. Puis, tu sais, en même temps, de mon côté, je pense des fois qu'on oublie un gars comme Talbot qui Fleury va sur la patinoire. Tu sais, on sait même pas le contexte, on sait rien. Exact. Je comprends pas que quelqu'un peut juger ça. All right. Avant que je te quitte, j'ai la chance de t'avoir FaceTime. C'est magnifique chez toi, mais il y a 3 photos. J'aimerais ça que tu me racontes c'est quoi ces 3 photos-là. Je pense que j'ai une petite idée, mais j'aimerais ça que tu le dises aux gens. Surtout, n'oublie pas, nous, on te voit, mais il y a des gens qui nous écoutent en audio. Il y a des gens qui nous écoutent en audio. Ces 3-là. OK, ouais, ben c'est mes 2 enfants, Victoria puis Mason, pendant la run des playoffs l'année passée. Je trouvais ça spécial de les avoir à l'Arena, puis on a fait faire des photos. On les a mis dans le bureau. L'autre photo, c'est un de mes voisins qui me l'avait amené. Je pense que c'est la célébration du but qu'on allait se rendre en finale de la Coupe Stanley qu'on a battu San Jose. Avec quelques minutes à faire, je pense que Bozak a marqué un but. Avec moi puis O'Reilly, donc puis Jay Bouwmeester. Donc, tu sais, c'est des souvenirs de même. Honnêtement, j'aurais probablement pas fait une photo de cette célébration-là, mais mon voisin me l'a amené. Donc, je l'ai mis dans le bureau, puis c'est super le fun. Je t'envoie une photo de nous deux à Ongeaz. Pas de trouble, j'ai de la place, j'ai une coupe de spots open en haut. Là, fait que, c'est bon. On ne verra peut-être pas sur FaceTime, mais moi, je vais te voir tous les jours. Ah, t'es fin, David. Hey, un gros merci de t'avoir donné la peine pour le faire en FaceTime. Puis je te souhaite une autre bonne semaine. Couche-toi de bonne heure, tu sais que j'étais dans mon pool. Puis on se rejoint la semaine prochaine. Yes, sir, Martin, merci beaucoup. Merci, David. Quel bonheur de travailler avec ce gars-là. Puis je pense que Luc, ça s'est reflété sur notre page. Éric, tellement sympathique, ce gars-là, meilleur podcast au monde. Merci les gars et merci à David pour sa générosité. Ouais. À refaire ce FaceTime-là, honnêtement. Plusieurs questions. C'est qui paye l'équipement? Robin posait ça. Là, parce que c'est l'équipe et je sais que quelqu'un s'est acheté une paire de gants en chemin. Oui, j'ai vu ça aussi. Salutations. C'est l'équipe et c'est là qu'ils font des ventes et qui donnent les sous à des œuvres de charité, etc. Donc, même si les joueurs changent régulièrement, les équipes réussissent à faire profiter normalement la communauté autour d'eux autres. Absolument. Absolument. Quelqu'un parlait du 3e chandail des Blues aussi. Là. On voyait son logo. T-shirt, là.
Oui, les gens apprécient toujours la générosité. Puis David est avec nous chaque semaine depuis 4 ans déjà. Là. Vous voulez savoir c'est quoi le podcast? Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire, puis je dis que quelqu'un me demande c'est quoi le podcast, c'est ça. C'est Steve qui écrit. J'adore ce show. On se croirait entre boys dans la chambre d'hockey. Ça décrit bien. Merci, ça définit Steve. bien. C'est ça qu'on veut. Et je dirais comme Roxanne vient de dire, boys and girls. Boys and girls. Parce qu'on envoie des filles nous écrire sur nos pages, puis ils sont toujours les bienvenus. Puis la charmante Roxane qui est avec nous en plus, elle a fait « Hey, oubliez pas les filles, puis elle a raison. » Absolument. D'ailleurs, notre prochain invité, on l'a entre autres parce que Guy Carbonneau va être intronisé au Temple de la Renommée. On l'a également parce que c'était l'idole de Luc, notre producteur et co-animateur de ce show-là. C'était un de mes joueurs préférés, je vais l'avouer. Là. OK, t'as combien de chandails à la maison? J'en ai 2. De? Modano. On vient de régler la question. Ouais, je suis pas très... Ouais. Et les femmes ont beaucoup aimé Mike Modano parce que c'était tout un poster boy. L'entrevue a été réalisée cette semaine. Ouais. La première question a été escamotée là, parce que Mike, vous allez voir, il est dans sa voiture au téléphone. Fait que ça ne me donnait pas la peine de la laisser dans le montage pour que vous entendiez ma question pour entendre gricher comme 14 fois. Mais la question était simple. Je posais la question à Mike Modano, la question suivante. Mike, si on vous met les deux à vos 22 ans, là, qui gagne une course entre Mike Modano et Connor McDavid? I'm not sure. I'd have to go with McDavid. I think if we had to do a end-to-end sprint, I think he'd get me for a little bit there. But yeah, I mean, he's been fun to watch. I've certainly enjoyed watching him in Edmonton, and but those are the good old days when you had a little bit of speed. Those days are long gone. Yeah, and there's something special in the air today in the studio. Luke, our producer, a grown man, was very excited today because his favorite player would be on air, favorite player of all time, and even our technician said, "I think I have to call him Mr. Modano. I'm too impressed to call him Mike." So you're a legend now. You are in the department of the legends. Wow, that's rare up in Montreal. I didn't think we were on TV very much up there. Yeah, and look, the producer still have your jersey. Well, he can call me Mike anytime. That's good. How would Mike Modano would do in the hockey today without all those hooking? Oh my God! I mean, I watched the game. It's faster and quicker, and guys play a lot better defensively and without the puck. But boy, with the ability to make some plays now and the amount of power plays you get, and just they're freeing up the skilled guys. So I mean, that would have been nice to kind of breeze through that neutral zone without any clutching and grabbing or interference. Kind of trying to keep your speed throughout up the ice. That would have been nice. You had to carry a lot of guys up and down the ice for a lot of years, and then finally, it was a lot of work. But it'd certainly be nice not being touched now going out there. Yeah. Do you prefer the hockey of the whole time hockey you played, or you prefer what you see right now? Oh boy, that's a tough question. I think I love old school playoffs. I think I love the new era of regular season. I think the season's so long. If so it's a grind. It's but these teams are so tight and so competitive. It's turned in more of a sprint from October to April. Every point matters. Every little play, save, goal, whatever throughout the season can cost you a point here and there. And you come look at your standings in the end of March, you're like, God, if we just would have won that one stout or held the lead the last 10 minutes of the game. But you're never out of it in this day and age with the game. But I certainly loved that old, early 80s, late 80s, early 90s playoffs. It was just not too many rules out there at that time. Yeah, it was it is the right word to say. It was a war there. It was like, you were fighting for every inches. And at that time, you could go on the road trip, a bad road trip for 3 days, have fun, and you're still in the game. But like you said, it's so tight now. You have to battle for every point. Yeah, I mean, you go on a little skid where you go 2-5, 2-6, even 3-6. I mean, then you're kind of really you gotta fire off about 4 in a row to kind of get back into the mix, and then you got to hope that other teams kind of
keep up or have a little bit of slumps themselves throughout the season. So, I mean, it's a fine line to, playing some perfect hockey for a long period of time to kind of get in those playoffs, because it's really crunch time at that end of March with those last 3 or 4 seeds going into that 7th, 8th spot of the season of the league. So it is tight, competitive, and that's certainly what they wanted, and they got it. So, but yeah, there's not too many times you can take a night off. Sure. Mike, Monday it's going to be a big night for 2 of your ex-teammates, Sergei Zubov, and for us here in Montreal, Guy Carbonneau, that you had as a teammate for 5 years. How did you see the arrival of Guy Carbonneau in your team? You were already a leader. How it went when he got there? Was he a big leader who came in the room and he went like I'm a leader and I'm going to show you how it goes, or he did his thing and he did the right thing when he got there? Well, I think he just kind of came in right away and just kind of set the tone of how we were going to play, how we were going to be perceived as a team, how we were going to play a team defensive style. I mean, I look back at some of his stats, and I mean, his junior numbers were just unbelievably as an offensive player. And, unfortunately, I mean, he had to tweak his game a little bit to get into the NHL, and he did, and then he kind of flourished in that kind of role. So I think he took a lot of pride in playing a real stingy shutdown centerman and a good face-off guy, penalty killing. But, we thought we were all good leaders until Guy came into the locker room and was like, wow, this is a whole different level of leading, and what he did and his preparation and how he carried himself on and off the ice. I mean, just competitive level was just off the charts. I mean, he just hated losing. He hated getting beat. He hated getting scored on. I mean, he just wanted to be the best every time he was on the ice, and that really showed us a lot that we weren't as far as we thought we were as far as being an exceptional team. So once he got there, it really kind of put the pieces together. Let me go with a quick translation, Mike, for our listeners. En conversation avec Mike Modano qui avait été un tout premier choix au total, ici même à Montréal. Il a été une tête d'affiche pour la Ligue nationale de hockey, un joueur extrêmement rapide. Il pense quand même que McDavid serait plus rapide que lui s'il devait faire une course, mais il aime beaucoup le hockey en saison régulière, mais il préfère quand même le hockey des séries de son époque. Et bien sûr, je lui ai parlé puis il dit c'est tellement serré, tu peux pas t'enfarger. Je lui ai parlé de Guy Carbonneau. Il dit c'est fou, tu sais, on était déjà une équipe aguerrie, des leaders, puis on l'a vu arriver, puis on a fait c'est différent, la façon qu'il se prépare, qu'il déteste perdre. Il a amené ça complètement à un autre niveau, au niveau du leadership dans l'équipe. Mike, I think it's impressive when a guy like you, a Hall of Famer, goes like, wow, we saw that leader coming in, and we thought we were a leader, and he showed us a little bit more. You have to be really humble to say something like that, and I mean, it's a big answer from on your part. Yeah, well, we were just kind of we thought we were kind of on top of the world, and we were kind of heading in that direction. We knew we were kind of a good team. We knew we had a lot of depth, and we started making a few trades that we kind of brought some guys in. A lot of actually some Montreal guys, Mike Keane and Brian Skrulin, Craig Ludwig was there. Then Guy Carbonneau came in. So these guys were around that environment of winning every day, wanting to win Stanley Cups, and the commitment to and the sacrifice it takes to win. So we knew we were kind of close, but we really didn't know, we were kind of missing something. And when we saw these guys and how they approached their game day in and day out, the level they played at, and playing through injuries and playing hurt, it really kind of opened our eyes to a whole another level that we thought we could get to. Wow, and it's not because you didn't know him. You were playing against him, so you had an idea who he was. I guess you were surprised to see that, I thought I knew him, but I don't know everything about him. Right. I think that's what's neat about, when you have players come into your organization from organizations that had success. I mean, you just kind of, you sit there and watch and how they prepare and how they, handle themselves in meetings, how they practice. So it was
was educational for us, nonetheless, to kind of see that on a day-to-day basis. You kind of have heard through the grapevine about how these guys were, but until you see them on a day-to-day, and it was really educational for us. So we're pretty fortunate and lucky. We had Bob Gainey, we had Doug Jarvis, we had a lot of guys who played a long time and had some Stanley Cups, but when you're on the ice playing with some guys that have had the same success, it was pretty a nice thing to have, a nice luxury for us to have at that time. Were you practicing your face-off with him in practice? Yeah, every day. He was a stubborn old man. He hated losing draws in practice. So, he hated losing and everything. But he had a lot of crafts and little tricks and trade that he could show you and teach you. So then he would just will you to death. That was the big thing. He just didn't want to lose to whoever was against him and face to face. So that's really what Garbo was. He was just a flat out competitor. You must bet a couple lunch on those face-off in practice. Do what? Sorry. You must bet a couple lunch or beer after the game on those face-off at the practice. Oh yeah, he would love betting those because he would drink and eat for free for weeks. So I'm sure he'd love that. That's good. I'll translate a little bit for our listeners. En conversation avec Mike Modano, on parle bien sûr de Guy Carbonneau, puis je suis revenu sur la phrase qu'il a dit. Il dit, on pensait qu'on était bon. Il a même rajouté, on se pensait au top of the world, on pensait qu'on était rendu, puis on a vu ce gars-là arriver, jouer à travers la douleur. Il dit, tu joues contre quelqu'un, tu penses que tu connais, puis c'est ça l'affaire. C'est que tu te rends compte que, wow, c'est beaucoup plus que ce qu'on voyait sur la patinoire. Il a parlé de tous ces ex-Canadiens, là, Bob Gainey, Craig Leduc, Doug Jarvis, qui gravitaient autour de l'équipe, puis de rajouter Guy Carbonneau, ça les a vraiment fait progresser. Puis là, je lui ai dit en blague, pratiquais-tu tes mises en jeu avec Léo à la pratique? Il est parti à rire. Il dit oui, puis ça non plus, il ne veut pas les perdre. Puis j'ai dit, vous deviez gager une coupe de lunch puis de bière. Il dit oui, puis si ça avait été juste de lui, il aurait bu puis mangé gratuitement parce qu'il voulait tous les gagner. Mike, was he still doing the two-pad stack in defense on the PK? Oh yeah, those guys were dropping like flies left and right. I've never seen a group of guys block so many shots, and our defensive guys and our forwards between Hatcher, Maffiduck, and Ludwig, and then you had Keene, Carbonneau, Skrulin. Those guys, it was a lost art. These guys were so good at it. I'm like, you guys go down and block some shots. I'm just going to stand to the side. That's why Belfort had all those pads. I'm like, I'm not blocking any shots. You guys do it. Yeah, well, I guess you know what they said. When players do that, they influence their teammates. So I guess when it was the time of the playoff, that's where you go like, I must take one for the team. I have no choice. Yeah, you just hope it accidentally hits you, and you're like, oh, look at I'm blocking shots, guys. So I'm kind of really into this, and so, but yeah, you had to suck it up a little bit in April and May to get in the way of those shots. So you hope you just take the pass away so the shot wouldn't even hit you. Yeah, this is the greatest souvenir of your career, that Stanley Cup. Yeah, I hands down. I think between that and the Hall of Fame, I think the Stanley Cup just really epitomized what we're all about as a team and how it all comes together. We had a little bit of luck, but I mean, at training camp that year, I knew we were kind of a Stanley Cup team or bust. I mean, we just rolled President's Trophy, and we had some challenges in playoffs, but in the 7-game series against Colorado, which was back-to-back 7 games in the conference final, was, I think, still to me personally, was some of the best hockey I think I've ever played in and watched and competed in. So it was certainly one of those years you're just like, man, everything just kind of went perfectly right for us. The goal was good? If you ask Brett, it was. If you ask Brett, it was. If you ask Lindsay Roth, he would say no. All right, let's have fun a little bit. You had the son-in-law and that relationship between Morrow and Carbonneau in the dressing room. How was it? Did you have fun with that? Oh yeah, we would just lay into Carbo about that whole deal when that kind of came out that Anne Marie and Brendan were dating. Boy, Guy would just. You could tell him he's getting a little red and just kind of fuming. He just didn't know what to say. He's like, I'm not going to say anything, So, and Brendan hated it even worse because, the guys would just be
giving it to Guy, and Brendan's over there just kind of hiding himself. And, so that's some guys who were pretty ruthless. They wouldn't let a day go by that they didn't tell Carbo that his daughter's dating a teammate. So, I mean, he was free game for a long, long time. That's so funny. It must be a lot of fun. Just that story for a season long, I guess, must be very fun. I guess my next question is a little bit not stupid, but out of context. To see a specialist like Guy Carbonneau getting in the Hall of Fame, is it a sign that it's not only the best goal scorer, it's not the best point scorer in the league who get inductee in the Hall of Fame, and is it okay for you to see those specialists to get in the Hall of Fame? I think so. I think you generally, the senses were longevity, it was numbers, it was gameplay, it was stats, it was personal trophies, Stanley Cups. I think now you're looking at more of a situation where these players impact the game, and had some success, not always being a go-to offensive guy. I mean, so it's enlightening to see. It's great to see. I think these guys were just as important as the goal scorers, and the guys who can control the game on their stick, as opposed to guys who didn't, play without the puck, how well they played. So you couldn't win without those guys in your game, on your team, and certainly those were the guys that were the hardest competitors. They worked the hardest. They did all the things correct and right. So it's nice to see. I think the Selke trophies, the Stanley Cup trophies, those are team awards, and a lot of commitment takes to win those two, and I'm thankful. I'm excited that they're kind of leaning towards and accepting those guys as important as the stats guys. Of course. I'll go with a quick translation, and before I let you go, I have two more questions. Bien sûr, j'ai demandé si c'était correct pour lui, que, tu sais, je le sais, il a tellement été élogié envers Carbonneau, la question est un peu nounoune, mais on parle quand même d'un spécialiste au temple de renommée. Il dit, ah oui, mais c'est la longévité, c'est les coupes Stanley, c'est les trophées Selke. On ne peut pas gagner sans ces gars-là. Oui, ça te prend des marqueurs de points, mais tu ne peux pas gagner sans ces joueurs-là comme Carbonneau. J'y ai parlé de la relation Brandon Morrow et Carbonneau. Hein? Morrow a commencé à sortir avec la fille à Guy pendant qu'ils jouaient ensemble. Puis Guy disait que je vois rien dire, puis il était rouge comme une tomate. Les gars se sont beaucoup amusés, autant auprès de Guy que Brandon Morrow, qui souvent voulait juste disparaître, voulait juste... c'était très drôle pour les coéquipiers de s'amuser, de taquiner autant Guy Carbonneau que Brandon Morrow. Je me demandais aussi si Guy faisait encore le two-pad stack à cette époque-là, puis il disait hey, ça c'est fou, les gars qui se pitchaient à gauche et à droite sur bloquer des lancers. Tu avais Hatcher, tu avais Ludwig, tu avais Carbonneau, c'était tout simplement complètement fou. Mike, before I let you go, it's a big night Monday. Sergei Zubov, another of your teammates, is going to be inducted to the Hall of Fame. One of the greatest defensemen, but he was in an era where everybody was talking about the same defenseman, but he was doing so much as a good job behind the scene. Yes, I think I stick to my thought that if Sergei stayed his whole career in New York or was out east or in Canada or original six team, I think he would have been very well up, very much in the running for Norris's every year. I think Dallas is a little bit different. Obviously, geographically, we're off the map a little bit. We didn't get discussed too much. Even the years that we were kind of having those runs, it was still, Detroit, still Boston, Rangers, Toronto, Montreal, still getting a lot of the news, and certainly going up against Lidstrom all those years, that I think if the roles were reversed and Sergei was in Detroit, he would have done the same things. He would have still won those Norris trophies. He would have put up great numbers with all those great players. So I'm happy for Sergei. He's not one to really kind of boast about himself and talk too much about his game. Personally, he's a very modest guy. He just let us talk on the ice, do it for him. So he's another guy. 12 years I played with him. I mean, he was just another freak. I mean, skill level off the charts, and just what he did for our team at that time. Still, again, a pivotal piece to our whole success. So I'm just as happy for him as Guy, too. So, a great night.
Yeah, great defenseman. And now you still be involved in the hockey game. You are working, if I'm not mistaken, for the Minnesota Wild. So you're back in Minnesota, or you work from somewhere else on Earth? I'm in Park City, Utah, actually, and I'm kind of going back and forth. So this job kind of came up as, just as we were moving to Park City. So I'm just going back in and out of town for about 10, 11 days, kind of consulting with, Craig Leopold and Matt Maka a little bit, learning the business side of the game, and then obviously helped Craig hiring Billy Guerin. So Billy and I spend a lot of time talking and discussing the team and where it's in the future and what the plans are. So it's been a lot of fun. I've been able to kind of dabble on both sides of the spectrum, on the hockey side, business side, just kind of learn it and kind of being around it. But obviously some strong ties to Minnesota, where it all started for me. So I was happy to go back and see a lot of familiar faces, a lot of old North Star fans, and people who still go to the game today and support the Wild. So I've enjoyed it. It's been good to get back in the game. I just needed to get away for a long time and had some family and some kids, and so I certainly enjoyed my time with the kids at home too. So it's been a balance so far. Yeah, and I guess it's fun to have Bill Guerin to work with. Do you think it's going to be a long project to turn the boat around in Minnesota? Well, I mean, as you've seen, some organizations, they go through a lot of ups and downs, and they got to go through a lot of transition. I mean, Chicago did it, Pittsburgh did it, L.A. So unfortunately, when you go through the draft and you got the economics of the thing of the NHL, you can't really kind of improve your team with free agents every year. So, money-wise, and you got to develop, you got to draft well. So it's going to be a lot of work and a challenge for Billy. But I think he's just like he's a competitive guy. He wants to win. He's going to do everything he can to help Minnesota. But nowadays it takes time. You got to be patient. You got to get some good guys. So they got some good prospects. They have great Russian and Kaprasov and the KHL that they're hoping comes over next year, and Oldie that they picked up last year in the draft. So they could have 3 or 4 really top guys, new guys in the team coming next training camp. So that's exciting for everybody. Mike Modano, it was an honor to have you on the show. I'll thank you very much, and hope to talk to you in the near future. My pleasure, bud. Good talking to you, too. Take care. Take care, too, Mike Modano. On a eu du fun à faire cette entrevue-là. J'étais un témoin privilégié. On va dire ça comme ça. C'était bien le fun. Perdu mon anglais à m'emmener, mais regarde, qu'est-ce que ça arrive. Merci aux gens qui ont écrit avec nous pendant l'entrevue. Les 2 dernières questions, là, pour vous les traduire, on a parlé de Sergei Zubov. Il dit Zubov, c'est simple, il était aussi bon que Lidstrom. On était dans le fond de. Personne ne parlait de nous parce qu'on était à Dallas. Je suis convaincu, si tu changes, s'il avait joué pour New York, Montréal ou un Original Six, ou si tu l'échanges de place avec Lidstrom, il gagne sûrement quelques trophées Norris. Hein? Dans le cas de Zubov, il était à ce point bon. Il travaille maintenant pour le Wild du Minnesota. Il a été engagé comme consultant, donc il a fait partie de la sélection de Bill Guerin comme directeur gérant. C'est un coéquipier avec qui il a joué avec les Stars de Dallas. Parle beaucoup avec Guérin présentement. J'ai demandé s'il pensait que ça allait être long à tourner ça de bord du côté du Wild. Il dit garde l'an prochain, là, on a beaucoup de jeunes joueurs. Le Russe, on va dire Kiprusov, mais c'est pas ça, c'est Kirill. Vous retrouvez son nom. C'est un ancien choix, je pense, de 4e ou 5e tour, qui est je pense qu'il est 2e marqueur présentement dans la Russie. Puis ça fait longtemps qu'ils l'attendent pour qu'il vienne voir ajouter une dose de talent dans cette équipe-là à moindre coût l'an prochain. Donc, c'est un des joueurs qu'ils attendent dès l'an prochain. Mais belle fun cette entrevue-là avec. Oui, absolument. On va y envoyer les liens. On va voir si. Via Twitter, des fois, là, on peut envoyer des liens. On va voir s'il va soit aimer la publication ou la partager. Hein. Modano, c'est le fun. Il est actif, là, des fois. Sergei Zubov, j'ai fait une recherche. OK. Sergei Zubov a été repêché par les Rangers de New York, tu penses? Il était repêché par les Rangers de New York, oui. Exactement. Ouais. Les droits sur le choix pour que les Rangers puissent le repêcher en 5e ronde, c'est le 5e choix que les Nordiques de Québec ont donné aux Rangers pour amener Guy Lafleur avec les Nordiques. Aïe, OK.
Ça a donné Sergei Zubov, qui après ça, ils ont échangé Zubov et Nedved aux Penguins de Pittsburgh pour Luc Robitaille et Ulf Samuelsson. OK, je me souviens de ça. Et après ça, les Penguins de Pittsburgh l'ont échangé aux Stars de Dallas pour Kevin Hatcher. Pour Kevin Hatcher. Qui était un producteur de points offensifs. Darian était à Londres. Kevin était un producteur de points. Kevin Stowe qui est arrivé à Pittsburgh, terminé. Ouais. Et Zubov a connu la saison, la carrière qu'il a connue par la suite avec les Stars de Dallas. Fait qu'il a joué pour 3 équipes, Sergei. Exactement. Hey, anecdote, j'ai lu ça, puis je pense que je t'en avais parlé, Martin. On va terminer le podcast là-dessus. Là. Je pense que Sergei Zubov fumait entre les périodes. J'avais lu un texte là-dessus, il me semble sur ESPN, une couple d'années. Attends, je vais le voir. Mais non, je te crois. Ouais, il fumait entre les périodes. On dirait que ça fait 128 ans, là, honnêtement. Mais ouais, c'est ça. Anecdote par rapport à ce défenseur-là que. Guy Lafleur. Ben oui, ça fait longtemps quand même. Hein. Ouais. Alors, écoute, on reste encore un peu parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'on finissait à 1 heure. Ben, c'est une blague. C'est ça qui décide. Non, mais juste mentionner, juste revenir un peu sur l'actualité du Canadien. Carey Price a été confirmé pour ceux qui nous ont écrit puis ils nous ont dit hey, finalement, le Canadien a confirmé que Carey Price serait devant le filet à Washington. Parfait, ça. Bien content. Fait que ça peut-être ouvre la porte à Kincaid contre les Devils, comme on disait au début de l'émission. C'est ça. Puis Claude Julien, dans son point de presse aussi, que vous pouvez retrouver sur rds.ca, a mentionné que Jesperi Kotkaniemi ne jouerait pas les 2 matchs s'il obtenait le feu vert. Même s'il obtient le feu vert, il ne joue pas les 2 matchs. Vous le dites, il ne joue pas à Washington. Il ne joue pas à Washington. C'est clair. On va revoir Jordan Will. Jordan Will, ça, là. On verra pour. Puis tu l'avais prédit, là. Peut-être Kotkaniemi contre les Devils au Centre Bell. Ça va être plus facile à matcher, excusez-moi le terme. C'est ça. All right, Rox, un gros merci d'être resté un petit peu plus longtemps. On a fini trop tard. Merci à Tim également aux médias sociaux. Merci à toi, Luc. Un gros merci à vous, les fans d'Onjaz. On ne vous dira jamais assez de faire cet exercice-là, de cliquer sur 2 liens pour venir nous écouter parce que c'est ce que vous voulez écouter sur votre heure de lunch. Et ceux qui le font en balado, on y pense jamais de vous dire salutations. On dirait qu'on parle juste à ceux qui sont là en live. Ceux qui nous écoutent en balado par la suite, là, un gros merci. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.